et les enfers, les cyclopes et les yétis, le minotaure et les griffons. Il y a quelques siècles de ça, ces créatures ou ces divinités ne faisaient pas partie que du folklore ou de l'imaginaire. Elles faisaient partie des récits et des témoignages. Mais depuis le XXe siècle, de moins en moins de gens y croient. Beaucoup vous diront que ceci est lié grâce à l'avancée de la science, et que ce qui n'était sans aucun sens hier est désormais expliqué aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner une version différente, celle qui n'apparaîtra dans aucun média. Nous allons explorer ensemble le vaste monde qui entoure la plus étrange des sociétés dites secrètes. Nous allons voir aujourd'hui le mystère de la Fondation SCP. En 2007, sur le bord X de 4chan, un utilisateur se présente SCP-173. Le premier point qui va effrayer les internautes va être la particularité de cette créature. Une statue faite de béton de près de 2 mètres, à qui il ne faut jamais détourner le regard. Si vous êtes amené par malheur à cligner les yeux devant ce colosse de pierre, il se peut que... cette créature vous brise la nuque. Dans ce post, il est écrit une mesure de confinement à prendre. L'objet 173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes, et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. Je me suis mis donc à vouloir savoir d'où venaient ces 3 lettres. J'ai lancé ChatGPT. Dis-moi ChatGPT, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que la Fondation SCP ? Une erreur. J'ai essayé de poser la question sous différents angles, mais rien n'y faisait. Une erreur et encore une erreur. Alors, déterminé et en quête de réponse, j'ai fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Chercher sur Google. Bien, allons sur Firefox. Alors me vient une idée. Aller sur Tor, la seule porte vers le Darknet. J'ai tapé les 3 lettres si intrigantes, et voilà sur quoi je suis tombé. « 2 septembre 1945. Alors que le monde fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, un problème plus préoccupant se pose sur la table. Les armes. La Terre entière, déjà choquée de l'emploi de la bombe atomique par les Américains, un arsenal d'une autre envergure et d'une autre puissance sont-elles bien prêtes à l'emploi. Ce sont des créatures, des objets que ni la science et ni la logique humaine ne parviennent à résoudre. Les Russes veulent les détruire. Les Américains, eux, les analyser et étudier. Alors, au lendemain de la création de l'ONU, le 25 octobre de la même année, un vote est organisé entre les 5 nations du Conseil de sécurité. 3 votes en faveur de les confiner, 2 contre. La décision est prise. La création de la Fondation SCP. Pour former cet organisme communautaire, les 13 groupes les plus puissants du monde, les précurseurs de la Fondation sont dissous, et chacune de leurs entités récupérée. Parmi les organisations soumises à l'autorité du vote, on y retrouve les Archives Noires, le Bureau Royal pour les Artefacts Chrétiens, la Société d'Expédition d'Afrique Noire ou bien le Bureau d'Onmyo. Il est désormais inscrit que chaque organisation, quelle qu'en soit sa nature, ayant en sa possession un ou plusieurs SCP doit être dissoute. Beaucoup de scandales vont émerger, comme celui de 1950. L'URSS, dans leur vaste programme de propagande, décide de tenter de détruire SCP-343, plus connu sous le nom de Dieu. SCP-343 va être récupéré dans une vaste mission militaire d'envergure que vous connaissez très bien, la guerre de Corée. Je vous parlerai plus tard des moyens colossaux mis en place par la Fondation pour cacher ses actions. Mais d'abord, laissez-moi vous parler des O5. Le Haut Commandement O5 est un rassemblement de 13 hommes et femmes, dirigeants de la Fondation. Le secret de leur existence et de leur fonctionnement est si bien gardé que tout n'est que théorie autour d'eux. Personne ne les voit ou les connaît. La plupart du temps, quand ils doivent prendre la parole, des représentants sont envoyés, et 2 grandes croyances gravitent autour d'eux. La théorie du confinement. Ces hommes et femmes d'élite qui dirigent la Fondation non pas dans le but de vous protéger vous, mais de se protéger eux-mêmes. En effet, entre la désinformation, les tueries de masse cachées, ou bien même le risque que le monde peut s'effondrer d'un moment à l'autre, il faudrait sûrement plus de 1000 hommes pour en protéger un. Et si depuis le début, tout était mis en œuvre pour leur propre survie? La théorie de l'usurpation. Personne ne doit et ne connaît leur identité. Des fuites ont eu lieu. Il semblerait que le conseil fut renversé plusieurs fois, mais que personne n'a pu le savoir. C'est déjà arrivé que des sites entiers soient pris par un coup d'état comme celui commis par l'insurrection du chaos. Et si le conseil O5 n'existait plus, ou n'avait jamais existé? Beaucoup de membres du conseil ont des caractéristiques physiques dépassant les limites humaines. Également,
À plusieurs reprises, les membres du conseil ont changé. O5-12, ou Adam. Aujourd'hui retraité et ancien chercheur de la Fondation, il aurait tenté le diable, en tentant de redonner vie à sa fille. Le « comment a-t-il fait ?» a été supprimé de toutes les archives de la Fondation, mais le « quoi » qui en résulte de cette tentative de sauvetage, nous la connaissons. SCP-321, d'apparence certes d'un humain, et cette créature si hideuse est déclarée même mort-née, dénuée de toute mélanine, que ce soit dans ses cheveux, ses yeux et sa peau. Une forme d'intelligence faible. Cet enfant ou chose est actuellement dans un des locaux de la Fondation, en attendant une mort qu'elle ne connaîtra pas. D'autres membres du conseil ne sont même plus ou ne sont même pas humains, comme O5-13, qui n'est rien d'autre qu'une intelligence artificielle. D'autres sont morts, comme O5-4, qui aurait été tué après une période d'instabilité. Certains ne sont que de vagues souvenirs, comme O5-8, dit le souvenir. Abusant d'amnésique sur l'ensemble du personnel, le conseil O5 lui-même doit consommer régulièrement des drogues améliorant la mémoire pour éviter d'oublier O5-8. Avant de sortir de cette zone d'ombre, toutes ces informations ont été émises par une mystérieuse femme, la Reine Noire, qui déclare les mots suivants. Une partie des informations qui vont suivre sont vraies, d'autres sont fausses, voire ridicules. Comprenez également que le conseil O5 ne peut même pas exister. Peu importe. Croire, c'est pouvoir. Revenons maintenant dans la partie un peu plus claire de cet organisme. Laissez-moi vous parler des différentes classes. Une classe vous est attribuée à partir du moment où vous avez un lien quelconque avec la Fondation. Je vais vous les présenter et vous allez mieux comprendre. Les classes A sont attribuées au personnel de haute instance. Vous êtes un directeur de site, un scientifique important ou même un O5. Félicitations. Vous venez de rejoindre la classe A. Vous êtes la personne pour qui les autres doivent mourir, et ne devez sous aucun prétexte vous approcher d'anomalies. Les classes B sont régulièrement attribuées aux scientifiques, tandis que les classes C aux gardes. Mais la classe la plus connue est la classe D. Laissez-moi vous mettre en contexte. Vous êtes rendu coupable d'un meurtre, et savez que vous risquez la peine de mort ou la prison à vie. Avant même que l'affaire soit rendue publique, un homme bien chic en costard vient vous aborder et vous présenter le deal. 3 mois d'expérience scientifique et en échange la liberté totale. Vous signez sans trop réfléchir et être mis dans un camion entouré d'autres personnes ayant signé le même contrat. Vous ne trouvez pas forcément que des assassins comme vous, également des violeurs, des personnes gravement malades, des immigrés à qui on a promis un peu d'argent en échange d'une vie meilleure pour leur famille, ou même des gens qui ne parlent pas votre langue, mais vous faisant comprendre par les gestes qu'ils n'ont jamais demandé à être ici. Après plusieurs heures de voyage, les portes s'ouvrent. Vous êtes au milieu de nulle part. Tous en ligne, les portes blindées d'un complexe bien caché s'ouvrent. Vous arpentez ce qui semble être plusieurs kilomètres de couloirs avec un sac sur la tête. Quand on vous débande les yeux, vous vous retrouvez dans une prison bien gardée. Aucune fenêtre, aucune idée de là où vous pourrez être. Vous êtes considéré en tant que classe D, le personnel servant aux expérimentations. Normalement, uniquement les criminels sont censés être recrutés, mais comme plusieurs rapports l'indiquent, la Fondation souffre d'une pénurie immense de personnel de classe D. Ainsi, ce qu'ils appellent le protocole 12 est souvent employé, ce qui inclut que des prisonniers politiques, les populations de réfugiés et diverses autres ressources civiles peuvent se retrouver sous l'aile de la Fondation. Vous n'êtes quasiment conscient de rien au vu des doses d'amnésique qu'il vous est imposé d'ingérer. Et autant vous dire que le contrat que vous avez signé n'est rien d'autre qu'une feuille de papier déjà perdue dans les centaines de milliers de dossiers. Une dernière classe tant qu'elle existe, mais temporaire, la classe E. Elle désigne le personnel souffrant d'un diagnostic connu ou inconnu. Pour gérer toutes ces anomalies, des structures militaires, appelées sous le nom de sites, sont construites. Seuls quelques sites et leur utilité sont devenus des informations auxquelles nous pouvons accéder. Laissez-moi vous en donner un aperçu. Chaque site a en son sein des anomalies, sauf le site numéro 1, qui lui est destiné comme un QG, où les hauts membres de la Fondation et les archives y sont concentrés. Bien entendu, aucune information liée à sa position nous est donnée, mais je peux vous dire avec précision où se trouvent quelques sites, comme le complexe 28, construit autour du SCP-602, un appartement à New York enfermant un homme, invisible sur lequel nous avons peu d'informations. Beaucoup de sites tant qu'à eux sont spécialisés dans des domaines précis, comme le site 0603, localisé avant aux États-Unis, puis en Allemagne. Les deux ont été détruits pour des raisons encore inconnues. Il est spécialisé dans l'étude de créatures humanoïdes, comme SCP-706, une adolescente qui semble être omnibulée par son apparence. Lors d'un interrogatoire confrontant SCP-706 à ses parents biologiques, eux bien humains, une dispute éclate entre le père et la mère. Sous les yeux des chercheurs et de la petite fille,
La retranscription écrite de la dispute nous semble laisser croire que la parente pointa une arme sur son mari et le tua de sang-froid. Dans les mesures de confinement exigées, et ce après cet enregistrement, une partie fut barrée, et désormais il est inscrit de prendre le plus de précautions suite à de nombreuses tentatives de suicide de SCP-706. D'autres complexes tels que le site 15 visent à étudier les anomalies électriques, électroniques ou informatiques. Ainsi, la totalité du site est isolée électromagnétiquement. On y retrouve des SCP célèbres tels que SCP-079. Un ordinateur doté d'une forme d'intelligence artificielle, marchant même débranché, ayant capacité à pénétrer sur n'importe quel réseau. Autour du conseiller O5, le débat fait rage tant qu'à sa destruction, et au fait qu'il semble être lié d'amitié à SCP-682, créature d'une extrême dangerosité. Des sites immenses, la Fondation en a l'appel. Le plus grand est le fameux site 19, un complexe gigantesque abritant un nombre d'entités ahurissantes, comme le célèbre SCP-173. On y retrouve même des anomalies en totale liberté, comme SCP-131, qui sont décrites comme des larmes, avec des intelligences de chat. Au vu de la taille du complexe, très peu de créatures de classe Keter, qui est l'une des classes les plus dangereuses de SCP, est stockée sur place afin de garantir la sécurité du site. Il existe parfois des sites qui sont loin d'être des structures militaires, mais plus des zones de quarantaine, tant qu'à la difficulté à contenir les créatures. Comme le site 54, qui est situé dans, autour et sous la ville de Leipzig en Allemagne. Il a été créé pour tenter de confiner des SCP comme SCP-265. Une voiture apparaissant et se baladant sur les routes de la ville, malgré plusieurs interventions, la Volga semble être incapturable. Je ne pourrais pas vous citer tous les sites tant qu'il y en a, mais laissez-moi vous en citer quelques emblématiques, tels que le site 104, lié à la recherche biologique. Le site 98, qui se concentre sur les recherches dimensionnelles, qui est situé à Philadelphie. Bien même le site 11, un complexe autosuffisant, où chaque membre est extrêmement surveillé, sans vraiment trop savoir pourquoi. Parfois, un site ne suffit pas, alors on décide de créer des zones. Ce sont des complexes militaires eux aussi, mais permettant une plus grande surface de confinement pour les anomalies les plus dangereuses, comme la zone 2, qui abrite SCP-122. Autrefois placé sur le site 19, un incident majeur va marquer l'application d'une grande zone de quarantaine autour de l'objet. Cet incident est connu sous le nom de 122-1. Lorsque la veilleuse est éteinte, tout individu se trouvant dans une zone de 500 mètres se retrouve sous la possession de l'anomalie, ce qui a causé une brèche de confinement majeure sur le site. Quand les inspecteurs après l'incident se sont mis à enquêter sur les raisons de l'événement, ils ont découvert que plusieurs agents de sécurité avaient trafiqué le verrouillage de la chambre de confinement. Durant l'audition, ils ont déploré que quelque chose les empêchait de dormir, les terrifiait, et que ça continuerait tant que celui-ci ne serait pas libre. Félicitations, votre courage vous a poussé à rester jusqu'ici. Je vous conseille vivement de vous abonner et de liker dès maintenant, car une fois que vous allez franchir cette partie de la vidéo, votre cerveau sera en plein à la remise en question de notre monde. Vous êtes prévenus. Les SCP se regroupent en 4 classes principales. Une anomalie n'est pas classée en fonction de sa mortalité ou de sa dangerosité, mais à quel point il est facile ou non de la confiner. Pour comprendre, faisons l'expérience de la boîte. Si vous mettez une anomalie dans une boîte et refermez le couvercle et que rien de mauvais s'en dégage, la créature est catégorisée comme sûre, telle que SCP-999, un blob, très joueur et même laissé en liberté au sein de la Fondation. Si cette fois-ci l'anomalie dans la boîte nécessite un cadenas ou des chaînes pour y rester, l'anomalie est dite Euclide. On y retrouve énormément de créatures connues telles que SCP-049, dit le médecin de la peste. Si vous mettez l'anomalie dans la boîte, que vous y mettez des chaînes et des cadenas, puis plusieurs couches d'acier, et que ceci ne suffit pas, la créature est considérée comme Keter. On y retrouve SCP-106, un vieil homme pouvant sortir de son confinement comme bon lui semble. Si l'anomalie est la boîte, il est considéré comme Thomiel, mais c'est une catégorie que je vous réserve en fin de vidéo. Avant de s'attaquer aux classes principales, laissez-moi vous faire un tour des classes secondaires et des créatures qui s'y renferment. La première classe est celle des neutralisés. Elle renferme les créatures qui ont perdu leur pouvoir surnaturel et qui ont été détruites. On y retrouve notamment SCP-1762, qui a été classifié comme neutralisé après l'événement de l'incident du Jabberwocky. Cette anomalie n'était rien d'autre que plusieurs dragons en origami, capables cependant de cracher des flammes. En 2005, alors que le site semblait calme, une des instances se mise à cracher des flammes à près de 17 000 degrés. Une grande quantité de papier déchiré et de boules de papier ont éjecté. Un seul de dragon de papier est resté en vie. Quelques temps plus tard, le dernier dragon se mit à émettre de la fumée pendant 15 minutes. Plusieurs parties de son corps ont commencé à se carboniser et à se déchirer, créant des petits trous de brûlure partout. Après cet événement, plus aucune anomalie ne fut observée sur SCP-1762. La deuxième classe secondaire est la classe ésotérique. Cette classe est prévue quand une anomalie n'est pas classable ou nécessite un confinement très particulier. On y retrouve SCP-48, qui à l'instar du nombre 13 est lui aussi un numéro maudit. Les objets qui sont assignés ont tendance à être détruits, déclassés, volés ou perdus par la Fondation. Généralement,
sans faute d'aucun individu. Dans le rapport, il est écrit qu'un certain docteur Cortez ne croyait pas à cette malédiction. Il décida tout de même d'y inscrire un objet. Un bon matin, il jeta l'objet à la poubelle. Et les bras du docteur Cortez ont été accidentellement amputés dans un accident horrible et traumatique de mixeur en salle à manger. La fermeture de ce numéro a été ordonnée directement par nos 5, ce qui est très rare au sein de la fondation. La dernière sous-classe dont je dois vous parler est la classe expliquée. Ceux qui, comme son nom l'entend, sont les anomalies résolues. On y retrouve SCP-1094, désormais SCP-1094-X, qui était une planète ressemblant à un œil. Comme l'objet n'avait jamais été encore étudié, il a été classé en tant que SCP. Après qu'une sonde y soit envoyée et des analyses faites, rien ne présageait de surnaturel. Ainsi, il a été déclassifié, même si la NASA a pour ordre de maintenir des observations sur cette dernière. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous allons voir ensemble les différentes classes principales et les monstres qu'elles renferment. Laissez-moi vous présenter plusieurs SCP, ses rapports et les incidents qui ont lieu. Êtes-vous prêts ? SCP-21. N'avez-vous jamais rêvé d'un tatouage animé ? Eh bien SCP-21 vous le propose, généralement sous la forme d'un dragon qui se déplace sur le corps de son hôte. Avoir le dit tatouage en plus développe votre force, votre confiance, diminue le stress et la fatigue. N'est-ce pas génial ? Ça, c'était le bon côté. Maintenant, l'autre mauvais côté est la douleur extrême. L'entité ne se nourrit que de votre peau, provoquant la souffrance d'un tatouage sur chaque partie où se trouve l'anomalie. La plupart des sujets se suicident sans réfléchir. L'autre partie succombe. SCP-002-FR. Ce SCP est une pièce, située en France à l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Storhof. L'ancien lieu de massacre est fermé en raison de réquisitions militaires. Mais le rapport vient de nous apporter un bout de vérité. La pièce n'est pas difficile à confiner. Pour des mesures de sécurité, uniquement les robots et les enfants pesant moins de 20 kg peuvent y rentrer. Pour ceux qui ont été bouleversés par les horreurs commises de Joseph Mengele, le chirurgien nazi, le rapport d'expérience que je suis sur le point de vous conter est légèrement similaire. 3 classes D rentrent dans la pièce, sans réellement réaliser ce qu'ils font. L'un d'eux prend la place sur la table d'opération, au centre. Ce qui peut s'apparenter à un médecin apparaît. Il n'est visible sur aucune caméra de surveillance. Seulement les personnes présentes peuvent le voir, observant dans l'ombre. Les 2 autres sujets pratiquent l'opération à l'aide d'outils dépassés, voire même interdits de nos jours, récupérant le moindre organe que le sujet a dans son corps, même si la foi, les poumons et le cœur viennent à manquer, le sujet est encore vivant jusqu'à la fin de l'opération. Rien ne peut arrêter ce qui se passe. L'horreur du camp de Natzweiler se répète encore, comme un avertissement de ce qui a pu se passer dans le passé. Nous entrons désormais dans les objets plus mouvants, ceux dont nous pouvons en perdre la trace, qui commencent à représenter de véritables dangers pour l'humain. Vous êtes sur le point de découvrir quelques anomalies classées Euclide. SCP-49. Cette anomalie est vêtue comme un médecin de la peste du XVIIIe siècle. Si je prends la peine de vous en parler, c'est grâce à la documentation immense qui regorge autour de lui. Tout commence à Montauban, dans le sud de la France, quand plusieurs disparitions inquiétantes ont lieu. L'enquête y découvre ce médecin de la peste, accompagné de quelques morts vivants. À la découverte de SCP-49, la décision est prise d'éliminer les zombies l'accompagnant et de l'emmener en confinement. Un interrogatoire commence. Alors, comment devrions-nous commencer l'introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. The entities our agents encountered at the house. They were dead when you encountered them. Yes, you reanimated them. In a manner of speaking, make no mistake. They were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time. And further experimentation. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course. Oh, I don't think our organization would be willing to. Nonsense. We are all men of science. Fetch your code and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now. Une autre série d'interrogatoires va être menée toujours par le même Dr Ham. Mais le 16 avril 2017,
Alors que le scientifique entrait dans la cellule de thèse de SCP-49 pour mener un nouvel interrogatoire de routine, l'entité est devenue anxieuse et a demandé à Dr. Ham s'il se sentait bien. Après quoi l'entité est devenue hostile et a attaqué le Dr. Ham, causant sa mort. Il a été décidé ainsi qu'aucun sujet, vivant ou mort, ne soit confié à SCP-49, condamné à périr dans le fond d'une cellule jusqu'à la fin. You and your ilk have proven time and time again not to be men of science, but men of emotion. Your cure cost Ray his life. No, good sir, I have saved it. So much. I've had enough of this. And Consider your allowances can be revoked. saved, even you. Welcome to containment 049. Might be saved. We're done here. I can save them all. I can cast down this plague once and for all. I am the cure. SCP-096. Attention, si vous croyez en l'existence de la fondation SCP, avancez jusqu'à ce timecode, car ce que je suis sur le point de vous montrer peut vous tuer. Cet homme, personne ne le connaît, mais la tache blanche au fond va le condamner. Ce qu'on voit au loin n'est rien d'autre que l'anomalie connue sous le nom de l'homme timide. Vous venez de la voir également, et je vous en explique son danger dans un instant. Elle est sans doute la créature la plus timide connue à ce jour. Et pour vous le présenter, laissez-moi m'expliquer sur sa mission de récupération. 2 hélicoptères sont dépêchés sur zone dans un environnement montagnier en plein hiver. Un homme, de grande taille, est aperçu en train de courir, nu, complètement ensanglanté. Quand l'hélicoptère se pose sur zone, le capitaine de la mission reçoit des ordres et se met à l'écart des troupes qui ont pour ordre de poser un sac sur la tête de l'anomalie. L'entité se retourne et voit les squads militaires venus pour la chercher. Elle rentre dans un état de transe, avant de commencer à se diriger vers le caporal et lui arracher la jambe. Le capitaine donne l'ordre d'abattre la créature. Tout y passe, les armes anti-chars, les munitions, mais rien n'y faisait. Même avec le torse arraché, la folie de SCP-96 ne s'arrêta qu'une fois que tous ceux qui ont osé croiser son regard seront morts. La seconde escouade arriva et réussit à lui poser un sac sur la tête, tout en prenant scrupuleusement soin que personne ne voit son visage. Et ainsi, l'homme timide s'assit tranquillement, sans montrer le moindre signe d'hostilité. Et ce qui en est de la première escouade, seul le capitaine a survécu. Une expérience est alors décidée d'être menée, voir la portée de cette entité. Une classe D et tatoueur de métier est placée dans un sous-marin qu'on fit couler à près de 11 000 mètres de profondeur. Une fois le fond atteint, un ordre lui est donné. Ouvrir la boîte à sa gauche. Il y retrouve des photos à l'intérieur de SCP-96. Il lui est demandé de dessiner ce qu'il voit. À partir du moment où il aperçoit le début de la première photographie, l'anomalie rentre dans un état de transe, défonce la porte de son confinement. Rien ne semble l'arrêter malgré les mesures prises. Il se retrouve au milieu de l'océan en à peine 30 minutes et se met à plonger. La classe D a à peine le temps de finir son dessin qu'à l'hublot du sous-marin, et ce, 40 minutes après avoir vu la première photographie, il aperçoit son croquis en face de lui. SCP-137-FR. Êtes-vous croyant? Pensez-vous être fidèle à votre religion? Portez votre foi quoi qu'il arrive? Si c'est le cas, portez votre intention sur ce SCP, car celui-ci va sûrement vous faire douter. Je vous présente la brochure qui s'intitule « Un monde sans religion, est-ce possible ?» Au dos, simplement le mot « oui ». Une fois la brochure ouverte par un sujet ayant une conviction religieuse, il se fait aspirer immédiatement. Il ne réapparaît que entre 1 seconde et 8 heures. Toutes les classes D étant revenues, sont devenues après coup athées. La particularité de ce SCP, c'est qu'il fait voir au sujet un monde où seule leur religion existe. La première expérience visait à faire un test sur une classe D de confession chrétienne. Il est réapparu au bout de 30 minutes. Ce qu'il a vu, une prison. La prison de la rédemption, qui était nommée Sainte Prison du Clergé. Un homme de confession vient vous voir et vous demande votre prénom et vous annonce. Vous allez devoir souffrir comme les grands ont souffert. Les Agates se faisaient couper les seins. Les Lucie se faisaient arracher les yeux. Les Laurent allaient au grill. Les Valentins se faisaient frapper. Le sujet, complètement en état de choc, était incapable de poursuivre l'interrogatoire, revenu avec des trous dans les mains et pieds. La deuxième expérience visait à tester la brochure sur une classe D de confession musulmane, revenu au bout de 4 heures. D'après ses dires, il se retrouva dans une pièce faite de fer. Il faisait une telle chaleur. Tout le monde autour de lui était si mince et malade, encore étourdi. Un homme si grand et fait de muscles l'attrapa et le minut, et l'envoya dehors,
enchaîné. Qu'il y avait-il à l'extérieur? L'unique chantier. Le chantier de l'unique mosquée. Un continent était vidé de pierres pour les ramener sur un autre. Quand le sujet montra l'ampleur du projet, le scientifique l'interrogeant n'y croyait pas. Les derniers mots de la classe D avant que celui-ci perde connaissance ont été « Des milliards d'humains changés en fourmis. L'unique mosquée ne mourra pas. Je ne suis pas une fourmi. » Avant de vous parler de la dernière expérience réalisée sur un bouddhiste, je vois déjà en commentaire les gens s'affoler sur le fait que je n'ai pas parlé des judaïstes. Et c'est normal. La seule expérience faite sur une classe D de confession juive est revenue au bout d'une seconde, avec une balle dans la tête. Le sujet bouddhiste est revenu après 45 minutes seulement. Quand il a ouvert la brochure, il s'est retrouvé dans une pièce grise, dit le centre de préparation spirituelle. Il a été très bien accueilli par de nombreuses personnes rasées vêtues de blanc. C'était un immense centre de rééducation. Il ne faisait que manger, méditer et dormir. Dans les haut-parleurs, des messages de propagande. L'éveil exige que la volonté dorme. Si tu ne suis pas le chemin, ne recherche pas le refuge. En boucle et en boucle. Tout le monde était armé. Pas pour se défendre, non. Au moindre faux pas, vous étiez assassiné pour vous rattraper dans une prochaine réincarnation. Les gens faisaient semblant d'être heureux, mais vivaient plus dans la peur. Les derniers mots de la classe D, avant d'être amnésiés, ont été « Plutôt crever que méditer, fils de pute !» SCP-682. Lors d'un conseil au 5, la question est mise sur la table. Que faire de ce reptile? Peu importe les mesures de confinement prises, peu importe les moyens employés, la créature est inconfinable. Alors, après qu'un vote soit mis, la décision est prise. Tuer SCP-682. Et avant tout, voyons à quoi nous avons affaire. C'est une grande créature, du moins sa taille est capable de varier. D'une intelligence extrême, il a été observé en train de se déplacer avec son corps, détruit à près de 87%. Les ordres sont simples. En cas de rupture, tout le personnel disponible doit être mobilisé. La première expérience tentant de le tuer vise à utiliser SCP-689, une statue représentant un squelette. Le principe est simple. Si vous êtes dans la même pièce que ce dernier et que vous le fixez du regard, aucun problème. Si vous osez le détourner, cette statuette se téléportera sur le corps d'une des personnes l'ayant déjà vu, la tuant en passage. Elle est donc mise dans la cellule du reptile et les lumières s'éteignent. Quand on les rallume, la statue n'avait pas bougé. Mais SCP-682 gisait dans une flaque de liquide gris et noir, probablement mort. Alors qu'une classe D s'approcha de lui, le reptile se réveilla et se mit à attaquer le prisonnier, mort sur le coup. D'autres séries de tests vont être réalisées, beaucoup refusés, comme celui de le lâcher depuis le haut d'un avion. D'autres tests vont être faits avec des enfants. SCP-682 finira par les manger quoi qu'il se passe. La tentative qui m'a le plus marqué reste celle avec SCP-738 dit le diable. Si vous asseyez sur un fauteuil, vous pouvez pactiser avec le diable. Donnez votre offre, il vous donnera le prix. Par exemple, quand une classe D demanda à SCP-738 la liberté, il donna en condition la mort de son meilleur ami, ce qu'il accepta et fut téléporté loin de la fondation. Alors, à la question « Que voudrais-tu en échange de la destruction permanente de la créature que nous appelons SCP-682 ?» il réponda simplement La fondation ne pourrait pas se le payer, et tu ne pourrais clairement pas te le payer personnellement. SCP-231. Au vu de la dangerosité de celui-là, on se demande comment il ne peut pas être classé que Keter. Est-ce qu'il faut se méfier des femmes enceintes? Normalement, non. C'est l'une des plus belles choses au monde. Une femme portant son enfant. Et si je vous disais qu'une femme enceinte est au cœur de l'un des plus grands secrets de la Fondation? En réalité, on sait très peu de choses liées à SCP-231, seulement qu'il s'agit de cette femme enceinte, retrouvée dans un entrepôt on ne sait où. Cette femme enceinte. Mais il n'en reste aujourd'hui plus qu'une en vie, toutes mortes, portant encore leur enfant. Je ne peux quasiment rien vous dire autour de ces instances, simplement qu'à leur mort, des événements catastrophiques eurent lieu sur Terre. Vous pouvez tout imaginer. Souvent, les catastrophes telles que les tsunamis de grande envergure, les séismes, les tornades ne sont que le fruit d'une mauvaise gestion du personnel de la Fondation. Alors, pour des raisons de sécurité, SCP-231-7 doit être constamment attaché. L'hydratation et l'alimentation uniquement via perfusion. Le personnel et les scientifiques doivent répondre à des critères stricts, tels que le fait de ne pas avoir d'enfant, de suivre des tests psychologiques et être du plus fidèle à la Fondation. Tout ça dans l'idée de réaliser la procédure. 110 Montauk. Cette procédure est l'une des portes qu'on entrouvre et qu'on souhaite refermer immédiatement. Nous n'en savons trop rien, à part qu'elle doit être effectuée toutes les 24 heures, et nécessite des classes D ayant comme seul point commun d'avoir été condamnées pour des crimes sexuels. Les plus grands indices que nous avons par rapport à cette procédure sont les notes d'un O5 qui éclairent plusieurs points. Oui, la procédure 110 Montauk est aussi horrible que vous l'entendez. Oui, les membres du personnel qui ont été affectés à SCP-231 sont autorisés à prendre un amnésique. Certains d'entre vous qui ont travaillé sur SCP-231 ne s'en souviennent pas. SCP-231-7 pourrait se traduire par une situation de fin du monde de classe XK. Non.
Aider cette pauvre fille à sortir de la misère n'est pas une option. La note se conclut par ces quelques mots qui m'ont marqué. La Fondation fait beaucoup de choses désagréables pour remplir sa mission, mais celle-ci est suffisamment importante pour que nous en payions le prix. Malgré les apparences et ce qu'elle peut laisser croire, la Fondation regorge d'alliés et d'ennemis. Ce sont différentes organisations qui ne sont pas rattachées à la Fondation. Les religieuses pour commencer. Comme celle de la 5e Église. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment se fait-il que tant de célébrités soient raccordées par une seule lignée, un seul producteur ou une seule agence? Cette organisation en est peut-être la cause. Très secrète, je ne pourrais pas vous en dire plus. À vous de mener vos recherches sur ce chemin arpentu. Les cultes sarkiques sont animés dans les rites mélangeant cannibalisme et sacrifice, à l'amélioration corporelle. Pour vous donner une comparaison pour comprendre leurs mouvements, dites-vous que les néo-sarkiques sont en proie à des mutilations du corps pour s'améliorer. L'église du Dieu brisé. Tant qu'elle pense que les différents SCP sont des parties de Dieu qu'il faut rassembler afin de pouvoir l'invoquer. Peu puissante, elle a déjà créé des entités par le passé comme SCP-808, une machinerie chantant, inachevée, attendant que toutes les pièces du puzzle soient collées. D'autres groupes sont plus dans le profit que dans la quête du savoir. On y retrouve les Esprits de Chicago. des truands ayant fait pas mal de bénéfices dans la vente d'alcool produit à l'aide d'anomalies durant la Prohibition. Mais suite à l'accord de 1945, des moyens colossaux ont été mis en place pour l'arrêter. Le groupe est aujourd'hui considéré comme dissous. Beaucoup de SCP sont des androïdes ou des intelligences artificielles. Un rapport stipule que plus de la moitié porte le nom. Henderson Robotics. Un groupe très organisé et suffisamment petit pour échapper aux mains de la Fondation. Aujourd'hui, moins du quart de ce qui est sorti de leur usine n'a pu être appréhendé. Le groupe Marshall. Lui est davantage dans la sphère politique. Elle ne met que très rarement la pression par la force. Elle utilise plutôt l'argent et le pouvoir. Vous ne souhaitez pas les aider à faire sortir des anomalies de certains sites hautement protégés par la Fondation SCP? Aucun souci. Peut-être que le corps mutilé de votre femme ou 200 000 $ vous feront changer d'avis. Leur influence est telle que la Fondation a du mal à les dissoudre. Parfois, certains groupes sont en proie à l'humanitaire, Comme la manne. qui souhaitent partager tous les miracles de Dieu avec les plus petits de ses enfants. Ils distribuent à l'appel des objets anormaux dans les régions du tiers-monde pour leur venir en aide. Vous souvenez-vous de la polémique qui a éclaté quand l'URSS a tenté de tuer Dieu? Et si je vous disais qu'une organisation puissante en est ressortie? Je vous présente La Coalition mondiale occulte. après le vote entre les membres du Conseil de sécurité visant à répondre au problème « Que faire des anomalies ?», les deux nations ayant voté pour leur destruction, la Chine et la Russie, ont constitué leur propre groupe d'intérêt, fait de 108 pays membres. Leur but? La survie de l'humanité, la dissimulation auprès de la population, la protection des petits gens, la destruction de toute anomalie. Souvent, et au vu de leur puissance, il n'est pas rare que la Fondation ait du mal à mettre les mains sur les anomalies avant eux. Étant donné que la Fondation SCP est financée par les gouvernements du monde entier, au même titre que la SCMO, les deux entités ne peuvent pas s'entretuer. Ils sont vitales, ils cohabitent dans le même monde, comme si David et Goliath devaient se faire la guerre, mais chacun à côté de la rivière. La dernière structure organisée dont je dois vous parler est sûrement la plus dangereuse, la plus nocive. On ne connaît pas leur but, certains vous diront le profit, d'autres que se servir de SCP en tant qu'arme n'est pas une si mauvaise solution. Toujours en est-il qu'ils existent. Ils se nomment L'insurrection du chaos. On sait que leur création a été probablement l'un des événements ayant perturbé le plus la Fondation SCP. Des rumeurs disent que des membres du comité O5 en sont même à l'origine de sa création. Cette rumeur stipule que ce n'est qu'un leurre pour dissimuler les agissements de la Fondation. Ils sont puissants et possèdent un arsenal de quoi en faire douter plus d'un. Ils sont sans aucun doute le groupe ayant été responsable du plus grand nombre de brèches de confinement. Pour l'humanité. Pour le chaos. Quand on se rend sur la page de SCP-1082, on y retrouve les mêmes formes de rapports scientifiques, qui nous expliquent que ce n'est rien d'autre qu'un objet qui nous inciterait à mentir sans filtre. Mais à la fin du rapport, dans l'addendum écrit en bout de page, on nous explique que ce n'est pas le rapport originel, qu'un scientifique avait écrit un autre rapport, mais que celui-ci n'est plus devenu l'officiel. Et quand on se rend sur ce fameux rapport, voici ce qu'on y trouve. Je vous présente le livre The Catcher in the Rye. Dans ce premier rapport, on vous apprend que ce livre vous rend honnête, très honnête. L'agent qui a écrit ce rapport a dit quelques phrases qui m'ont fait voir la Fondation SCP autrement, et qui va me permettre d'introduire ce chapitre de la vidéo. La Fondation est un tas de mensonges et des demi-vérités, construites pour protéger un monde entier bâti sur le mensonge et la tromperie. Vous devez oublier ce que la Fondation vous a dit à propos du confinement et de la sécurité. Tout ce qu'ils veulent, c'est dominer le monde du haut d'une tour de mensonges, quel qu'en soit le prix.
La moitié de ce que vous savez à propos des artefacts de la Fondation est là pour vous faire peur afin de les cacher. La vérité, c'est que la Fondation nous a confisqué trop de bons outils, et des outils qui auraient pu aider la race humaine, et elle les a stockés dans des abris souterrains. La classe Thomiel est une classification d'objets destinée aux anomalies servant les intérêts de la Fondation. Je vous avais dit que je vous en parlerai plus en profondeur, mais ce n'est pas la classe la plus intéressante. Malgré tout, je peux vous citer SCP-179, tournant autour du soleil, regardant toujours en direction de la Terre. Ou bien SCP-3000, qui est un serpent géant vivant dans un lac, utile pour la création de mémétiques. Oui, j'aurais pu vous parler d'eux, mais laissez-moi plutôt vous introduire la classe. Apollyon, Il faut que je vous parle de cette créature qui peut résulter vers une fin du monde des classes XK. un événement où aucune espèce vivante sur Terre ne pourrait survivre. Tout commence par une porte très bien gardée. Une fois franchie, vous serez amené vers un univers parallèle. Et à partir de ce moment-là, vous rentrerez dans la réalité de SCP-2317, dit le dévoreur de monde. Une fois la porte franchie, et que vous vous êtes retrouvé dans l'univers parallèle de SCP-2317, le monde dans lequel vous apparaîtrez est un désert de sable. Uniquement les personnes ayant une totale fidélité à la Fondation, n'ayant ni femme ni enfant, ont le droit de travailler à ses côtés. Au centre de ces déserts, rien d'autre que 7 poteaux. 7 poteaux qui soutiennent 7 chaînes, qui soutiennent lui. Dit SCP-2317-K, ou la menace la plus pesante sur notre monde. Parmi les 7 chaînes, une seule reste encore intacte. Une seule maintient encore le colosse qui présage de s'écrouler sur notre monde. Toute tentative de réparation a échoué, et a même résulté en casser d'autres. Chaque cassure a entraîné des événements dramatiques mondiaux, s'amplifiant au fur et à mesure. Le seul moyen pour maintenir la dernière chaîne est un rituel dont la Fondation a pris connaissance. Ce rituel doit être réalisé au moins une fois par mois et porte le nom de 220 calabasses. Quand le soleil se centrera sur l'entité enfermée, le rituel commencera impliquant un personnel de classe D, un poulet, un couteau d'obsidienne, de l'eau bénite par un prêtre abrahamique et un dispositif nucléaire d'1 kilotonne à utiliser en cas d'échec. Seule la procédure 220 calabasses permet d'éviter que cette créature, aussi dévastatrice soit-elle, de s'écrouler sur notre monde. Tout ce que je viens de vous révéler est de l'ordre public au sein de la Fondation, et le document sur lequel j'ai réussi à mettre la main vient contredire ces propos. Laissez-moi m'expliquer. Et si je vous disais que la procédure 220 calabasses n'était qu'un leurre pour faire taire les plus pessimistes? Je suis tombé sur un document OS5 expliquant tout ça. Toute tentative de réparation semble impossible. Un code spécial a été créé pour cette entité, et le code est... Les chaînes semblent se délier de la créature par elle-même dans le temps. Étant donné qu'il n'en reste qu'une, vous vous demandez sûrement combien de temps il nous reste. Ce qui est certain, moins d'un siècle. Si vous voulez de la précision, elle semblerait se séparer de SCP-2317-K environ tous les 30 ans. La dernière chaîne qui s'était brisée était au cours du début des années 2000. Il nous reste donc très peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle m'aura demandé énormément de temps. Le meilleur moyen de me remercier est de vous abonner et de liker, voire même de commenter.